Guy Laberty, bonjour. Bonjour, Bienvenue dans le Café CAFA, comme tous les lundis avec Monde Afrique. merci de m'avoir invité. Vous avez été le délégué Afrique du Parti Socialiste Oui. de 1993 jusqu'à Fin 2006, 2006. Voilà, donc vous êtes un expert sur les questions politiques françaises en Afrique. Aujourd'hui, la France est engagée sur beaucoup de théâtres d'opérations militaires en Afrique. Est-ce que François Hollande, vous l'aviez connu aussi guerrier, puisque vous l'avez... Avant de répondre à votre question, je vous dirais que je me suis intéressé à l'Afrique bien avant d'être membre du Parti Socialiste, puisque c'est vers la fin des années 60, 69 exactement, que j'ai noué mes premiers contacts en tant qu'étudiant. Bon, après, il y a eu beaucoup d'activités dans différents comités, puis le PSU, puis le PS, enfin, bon, un parcours un peu classique. Donc, pour en revenir à votre question, effectivement, on peut être étonné euh, de l'attitude de François Hollande par rapport au continent africain, puisque quand il était premier secrétaire du Parti Socialiste, j'étais moi-même déjà délégué national à l'Afrique et je n'avais pas constaté un intérêt immodéré pour la politique internationale et la politique de la France sur le continent africain. Il était plutôt très hexagonal. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai une petite anecdote. C'était en 98, en novembre. Il m'avait dit, écoute Guy, je salue ta constance, ton intérêt, tes convictions sur l'Afrique, mais en Afrique, il n'y a que des coups à prendre. Et j'ai constaté qu'en 2013, il avait parlé du plus beau jour politique de sa vie en allant au Mali. Alors ça m'a vraiment pas tellement surpris parce que je pense que la fonction transforme l'homme. Et quand on est un chef d'État en France, qu'on dirige l'État français, on comprend forcément que le continent africain a un intérêt énorme dans la mesure où il y a un des soubassements euh, des rêves de puissance ou de la puissance de l'État français dans le monde, en tout cas en Europe et dans le monde. La vieille trace coloniale. De toute façon, vous savez, On ne peut pas y échapper. le Conseil de sécurité de l'ONU, avec ses 5 membres qui ont droit de veto, reflète parfaitement l'ordre colonial qui existait au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et là-dessus, rien n'a changé. Et je crois d'ailleurs me souvenir qu'une fois, enfin, quand il y avait la discussion avec les Verts et le Parti Socialiste sur le programme, et c'était à l'époque Martine Aubry qui s'occupait de ça au niveau du Parti Socialiste, l'idée avait été avancée qu'il fallait réformer l'ONU et donc voire même remettre en cause le droit de veto de la France. Je me souviens qu'à l'époque, François Hollande, qui était, je crois, déjà candidat à la candidature, avait dit ça jamais, bien sûr, il faut réformer l'ONU, mais il ne faut quand même pas toucher au droit de veto de la France. Je pense qu'il avait déjà acquis euh, la connaissance minimum du rôle de l'Afrique et du rôle de l'ONU, d'ailleurs, où l'Afrique apporte beaucoup de voix à la France, puisqu'il faut quand même dire qu'elle est en général l'entraîneuse de voix sur ses positions à elle qui n'ont quand même pas tellement varié depuis la période de la décolonisation. Pour purger des vieux dossiers rapidement, les tentatives de Pierre Cotte et même de Bockel pour couper les liens, définitivement étrangler la France-Afrique, c'était quoi? C'était une illusion? C'était une tentative malheureuse? Je pense en tout cas pour Jean-Pierre Cotte que j'ai un peu connu, il y avait beaucoup de sincérité. Mais ce qu'il y a, c'est que visiblement, il ne connaissait pas l'Afrique. Hein. Il était plutôt un spécialiste des relations transatlantiques, etc. Et je pense que pour lui, ça a été quand même un choc de découvrir ces réalités des relations entre l'État français et les États d'Afrique, surtout d'Afrique francophone, puisqu'on était encore à une époque où la France parlait encore de champ et hors champ. Donc le champ, évidemment, c'était le champ colonial, les pays du champ. Donc je crois il avait beaucoup de sincérité dans ce qu'il voulait faire. Et je pense qu'on était aussi à l'époque de la guerre froide. Et donc développer cette ligne, alors qu'il est, je dirais, dans la machine d'État français, aller forcément au clash. Je crois
il l'a compris, je crois qu'il ne le regrette pas. Moi-même, en tant que militant socialiste, je n'ai pas eu l'impression de me battre contre des moulins à vent, mais je crois qu'en politique, il existe encore des zones de conviction, et c'est peut-être ce qui donne encore un peu d'intérêt à la politique. Et sur le Mali, alors pourquoi subitement cet engagement aussi fort sur le Mali? Alors, Parce que la fameuse menace djihadiste qui était réelle, elle n'était peut-être pas aussi aiguë ou elle pouvait être traitée différemment. si vous voulez, là-dessus, je crois que je ne veux pas du tout schématiser la situation parce que, bon, des forces, c'est très difficile de qualifier ces forces. Moi, j'emploie le terme d'intégriste parce que djihadiste, le djihad, vous savez culturellement ce que ça peut signifier, il y a le djihad intérieur et tout ça, dont je ne voudrais pas faire partie de, si vous voulez, ces courants islamophobes, primaires, etc. Donc, disons, ces intégristes, en fait, se sont ancrés, et c'est là une vraie interrogation, se sont ancrés au Mali depuis fort longtemps. Et ce qui est quand même un petit peu surprenant, c'est de voir que les États-Unis, qui étaient quand même fort intéressés à cette région-là et qui avaient quand même beaucoup de moyens de surveiller ce qui se passait, on laissait d'ailleurs avec la France, s'incruster ces forces-là et brutalement, enfin brutalement, pas tout à fait brutalement, mais on a découvert, c'est vrai qu'elles étaient très menaçantes. Et si elles étaient à 1200 km de Bamako, il ne faut pas oublier aussi qu'elles étaient à 500 km de Niamey. Et que quand même là, il y avait quand même aussi beaucoup d'enjeux. Et je crois que, si vous voulez, il faut être clair. L'intervention de la France, si vous voulez, s'il n'y a pas au niveau de l'Afrique des forces militaires en capacité de mettre fin quand même à ce qui était quand même éventuellement le renversement de l'État malien et une forte inquiétude pour l'État nigérien, bon, je suis désolé, moi je suis pour que les Africains effectivement traitent de l'Afrique, mais que fait l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud a parfois une attitude qui n'est pas très loin des anciennes puissances qu'on disait impérialistes. L'Angola, enfin je dirais, où sont les forces militaires africaines qui peuvent assumer un rôle militaire? On pourrait parler du Nord avec l'Algérie. Voilà, alors évidemment, il y a le Nord avec l'Algérie, et à ce niveau-là, sans m'aventurer dans des analyses qui pourraient être contestées, j'ai cru remarquer que pas mal d'analystes disaient qu'au sein même de cette armée algérienne, qui a quand même le pouvoir au sein de l'État algérien, il y avait quelques complicités de haut niveau qui faisaient qu'on pouvait s'accommoder de certaines présences. Alors je n'en dirai pas plus, mais enfin tout le monde aura compris. Et la France, donc, elle avait un nouveau discours. Alors c'était un peu ennuyeux d'intervenir en tant que France, donc il fallait donner un habillage africain à cette intervention. Et là, le miracle s'est produit. Il paraît que c'était l'armée tchadienne qui était la plus à même de mener des luttes dans ce type de région, etc. Alors, moi, ça me soulève une double interrogation. D'une part, l'armée tchadienne, elle est peut-être très valeureuse, mais chaque fois qu'elle est menacée par une opposition armée qui est assez permanente dans ce pays depuis des décennies, eh bien, la France est allée souvent au secours de la dite armée qui est pourtant présentée comme exemplaire. Première question. Et seconde question, une armée doit quand même répondre à un minimum de critères d'ordre, etc. Et quand j'ai vu le fils du président, Idriss Déby Itno, promu général à 29 ans, c'est pas... Enfin, on a bien vu son père. Oui, mais bon, on a nous aussi en tant que Français à se référer aux guerres napoléoniennes. Nous avions aussi des généraux fort jeunes. Mais je crois qu'aujourd'hui on est au XXIe siècle et je pense que les services français ont bien fait leur travail en faisant comprendre au cabinet de M. Le Drian que cette armée était exceptionnelle. Alors je salue quand même la mémoire de ceux qui effectivement sont tombés sur le terrain, les Tchadiens, officiellement près d'une quarantaine. Je dis bien officiellement. Y compris dans le contingent de la MINUSMA, de la force. Et aujourd'hui, le contingent tchadien, aussi le contingent nigérien, et aussi il y a eu un Sénégalais récemment. Je pense qu'en fait, la France pouvait faire son intervention traditionnelle. Elle aurait évidemment subi
les foudres de... Opération Manta. Voilà, la France était tout à fait capable de le faire. Maintenant, comme on a changé de discours, il fallait trouver un habillage africain. Ça a été le Tchad, et si vous voulez, je trouve que c'est très douloureux que ce soit le Tchad, parce que au fond, il y avait d'autres contingents qui me semblent avoir les mêmes qualités, hein, au Niger par exemple, mais, et on le voit d'ailleurs dans la façon dont on traite les problèmes de sécurité dans ce pays aujourd'hui, si vous voulez, ce qui était grave, c'est que Idriss Déby avait quand même sur lui d'avoir, je dirais, même si la justice tchadienne a prononcé un non-lieu, les soupçons les plus lourds portent sur lui, ou en tout cas sa gouvernance sur l'assassinat d'Ibn Omar Mohamed Saleh en 2008, et que c'était resté quelque chose d'assez prégnant, y compris au Parti socialiste, puisque certains conseillers à l'Élysée ont manifesté à côté de moi au moment de l'assassinat de Ibni, donc ils sont parfaitement au Au courant. Sénat, il y a peu de temps, il y a eu... Alors au Sénat, il y a toujours eu deux sénateurs socialistes, Jean-Pierre Sueur et Gaëtan Gors, qui, avec beaucoup de pugnacité, n'ont pas lâché le dossier, et je dois dire que bon, je suis assez admiratif. Moi-même, j'ai publié un livre en 2013 sur cette disparition, en fait cet assassinat d'Ibni, et j'ai pu constater que aucun média n'a jugé utile d'en faire la promotion. Enfin, je veux dire, là, je me situe, je veux dire, au plan politique, c'est-à-dire que Idriss Déby, maintenant, est devenu quelqu'un de fréquentable, et cette alliance politique qui a été nouée, je dirais, elle était délicate à nouer, parce que Laurent Fabius s'était rendu au Tchad en juillet 2012, et je me souviens avoir dit à quelques parlementaires que l'Afrique intéresse encore, vous le paierez très cher politiquement, et c'est une erreur. Et d'ailleurs, François Hollande était encore un peu hésitant, puisqu'il n'a pas voulu recevoir Idriss Déby en octobre, et Idriss Déby, octobre 2012, hein, les dates sont importantes. Et d'ailleurs, Idriss Déby en a conçu tellement d'amertume qu'il a refusé d'aller au sommet de la francophonie qui avait lieu quelques semaines après à Kinshasa. Mais l'affaire s'est dénouée lorsque François Hollande, sans doute bien conseillé par, enfin quand je dis bien, je mets des guillemets, par le général Puga, qui est quand même son chef d'état-major particulier, celui qui était d'ailleurs celui de Nicolas Sarkozy, et qui a été reconduit pour 2 ans, les affaires tournent toujours dans la continuité, avait dû certainement le convaincre de l'efficacité de l'armée tchadienne, et donc en décembre, je me souviens bien, c'était le 5 décembre 2012, François Hollande a reçu Idriss Déby, et après vous avez vu la suite de l'histoire, décision d'intervention au mois de janvier. On ne fera croire à personne de sérieux que cette intervention a été une décision brutale prise en janvier, puisque la façon dont on a déployé 4000 hommes en 3 semaines montre bien que quand même au niveau des états-majors c'était une hypothèse forte. Je ne dis pas que tout le monde était d'accord, mais il y avait une hypothèse. Voilà ce que je veux dire. Et pour revenir sur le résultat aujourd'hui, on voit bien que maintenant, hier, Jean-Yves Le Drian a annoncé qu'on renforçait les forces françaises au Nord Mali à nouveau, dans la mesure où on en est revenu à un point aujourd'hui où en fait les intégristes sont toujours présents. Donc est-ce qu'on peut considérer que même si on n'en est pas revenu exactement à la même situation qu'au début de l'intervention française, il y a quand même là comme une sorte d'échec. La situation est complexe. Bon, c'est sûr que bon, la présence intégriste, et terroriste, comme on a dit officiellement, elle a été très sérieusement réduite. Mais le vrai problème est de nature politique. Si vous voulez, et il y a une incompréhension qui a été d'ailleurs officialisée à travers des interviews entre... il y a eu, hein, parce que si je dis il y a, on va me dire, mais non, c'est pas vrai, il y a eu des évolutions. Si vous voulez, le Nord Mali, sur la question Touareg, est abordé par la France d'une façon assez particulière. À savoir, là peut-être qu'il y aura des désaccords d'analyse, mais d'abord il faut que les gens cessent de dire que le Nord Mali est Touareg et le Sud Bambara ou je ne sais quoi, comme l'a dit d'ailleurs, je crois, M. Lelouch, il y a quelques
temps, enfin 2 ans par là, ou 1 an et demi, sur LCP, une antenne qui est quand même, qui invite des politiques qui sont censés avoir une certaine connaissance des situations. Pas du tout. D'ailleurs, les Touaregs sont minoritaires dans le nord malien, et le MNLA, qui est si chouchouté par certains, est totalement minoritaire en milieu Touareg. Et je crois que une des erreurs, je n'ai pas employé le terme erreur, parce que je pense que c'est un choix, un des choix, c'est de ne pas vouloir voir que les relations entre le MNLA et des groupes intégristes ou terroristes, ces liens, ils sont réels, ils existent. Et je dirais que, d'une certaine façon, en étant permissif vis-à-vis du MNLA, on est aussi permissif par rapport à la présence de ces groupes intégristes. Moi, je sais que cette analyse fait l'objet de grosses polémiques en France. Je pense, mais là, et je ne rêve pas, que la France, depuis la perte de l'Algérie, a toujours rêvé d'une forme d'État saharien. Alors je ne dis pas, ce n'est pas l'analyse de François Hollande, mais dans certains services ou dans certains milieux, c'est encore des choses qui existent. C'était un moyen de garder le pétrole et voilà, du sud algérien. C'est ça, et puis on découvre quand même que ce nord malien, comme toutes ces zones-là, recèlent des richesses qui, aujourd'hui, un jour, apparaîtront comme rentables. Parce qu'en fait, moi, pas la question du pétrole, je pense que, vous savez, les gens qui s'épuisent à dire bientôt il n'y aura plus une goutte de pétrole, bon, je sais que je vais me faire critiquer par des écologistes, mais enfin, je crois que tout en voulant être prudent sur les énergies fossiles et mettre l'accent sur les énergies renouvelables, le pétrole lui-même, bien sûr, qui peut s'épuiser un jour, mais il y a encore d'énormes réserves et c'est surtout le niveau de rentabilité qui fait qu'aujourd'hui, on dit que les réserves sont de temps, mais par rapport à un certain niveau de rentabilité. Mais si le niveau de rentabilité augmente, il y a toujours plus de produits. Avec une pré-bataille déjà, pour savoir si on mettra un pipeline pour aller en Mauritanie ou s'il montera vers l'Algérie. Voilà, c'est ça. C'est ce qui veut dire qu'en germe, on pense qu'il y a du pétrole exploitable, bon, à une échéance que je ne verrai peut-être pas personnellement au niveau physique, mais bon, en tout cas, pour les autres générations, les futures générations, puisque c'est souvent la référence, ça sera une réalité. Mais on ne peut pas effacer l'absence de l'État malien, si on peut employer ce mot pour l'État malien. Pardon, sur... l'absence de force, de structure réelle. Oui, moi si vous voulez, je suis... Et la nomination d'Ibeka en 2 coups de cuillère à peau, avec une élection, etc., certes, mais enfin bon. Mais si vous voulez, je crois quand même que Ibrahim Boubacar Keïta est quand même très partisan de la présence de l'armée malienne sur tout le territoire. Et que ça a même été l'objet... il a fait une interview dans Le Monde peu après son élection, qui n'a pas du tout été appréciée par les autorités françaises, et notamment le ministre des Affaires étrangères. Certains m'ont même dit qu'il allait lui remonter les bretelles, ce qui en dit assez long sur la conception des rapports qu'on a entre un ministre français et un chef d'État africain. Bon, j'espère que... Et en plus, je connais bien Ibrahim Boubacar Keïta, qui se réfère souvent à l'honneur, qui est un homme très... pour qui cette question d'honneur est importante, en tout cas dans ses relations avec la France, et je pense que maintenant on est en train d'arriver à aplanir ces divergences-là, mais je pense quand même que on va voir... Mais Thomas Fabius est beaucoup à Bamako, connaît bien Ibeka et tout cela, non? Ça, si vous voulez, c'est pas un émissaire crédible. Bon, j'ai surtout que... J'ai d'ailleurs croisé Thomas Fabius plutôt comme un homme d'affaires que comme un politique, mais enfin, vu la rigueur dont veut témoigner son père, je n'imaginerais pas que Laurent Fabius des diplomates plus chevronnés puisse utiliser son fils comme émissaire, voilà, y compris même en Centrafrique. Justement, on peut parler de la Centrafrique. Là, pareil, c'était... là, actuellement, en tout cas, on voit bien que les violences continuent, y compris à Bangui. Il y a même une dégradation ces dernières semaines.
Et en parallèle, la présidente Catherine Samba-Panza est dans plusieurs affaires, elle est extrêmement critiquée. Après avoir été célébrée par Après avoir Paris, été célébrée. par Donc, Paris, voilà, justement, il paraît qu'elle est exemplaire. voilà, Voilà. elle a été, sa candidature a été poussée d'ailleurs par... Bon, oui, par les autorités françaises et les ministres concernés, affaires étrangères, défense, etc. Moi, je pense que sur la République centrafricaine, je fais une toute autre analyse que par rapport au Mali, où il y avait effectivement ce péril intégriste qu'on a évoqué. En République centrafricaine, on a le résultat de politiques totalement aventureuses, dans laquelle d'ailleurs la France était impliquée. Ça a commencé il y a fort longtemps, c'était pendant la fin des années 90, bon, on pourrait remonter à plus longtemps. Mais enfin, pour parler des acteurs qui aujourd'hui jouent encore un rôle, l'État centrafricain se délitait largement pendant la période Bozizé. Il faut dire que quand même le général Bozizé a pris le pouvoir suite à un coup d'État en 2003, et je crois savoir qu'il faisait des proclamations depuis Paris à travers les ondes RFI, qui paraît-il n'est plus la voix de la France mais la radio mondiale maintenant, donc on peut avoir des craintes sur l'avenir. Il était évidemment totalement soutenu par le Tchad. Et bon, il est arrivé à son coup d'État. À ce moment-là, des fonds ont été injectés pour la réforme de l'armée centrafricaine, qui ont été évidemment utilisés à toute autre chose. Bref, la situation n'a cessé de se déliter, l'État centrafricain de se diluer, et Idriss Déby, après avoir armé et soutenu Bozizé, a armé et soutenu ce qui est devenu la Séléka. Et donc, c'est un petit peu cruel aujourd'hui d'avoir, pour ce qui est de l'État français, le Tchad comme principal allié politique, alors que le Tchad, ce n'est pas excessif de ma part de dire que le Tchad a mis le feu en Centrafrique. Alors effectivement, régler la question de Centrafrique avec pour principal allié le Tchad, c'est un peu problématique. Alors, et d'ailleurs, ce problème demeure évidemment, et je pense peut-être que la France l'a un peu sous-estimé, cette relation politique extrêmement contradictoire. Mais quand la France est intervenue en République centrafricaine, je pense qu'il y a eu... je ne vais pas employer le terme d'erreur, parce que bon, c'est toujours un peu facile de dire qu'il y a des erreurs. Cette intervention s'est faite essentiellement, au lieu de désarmer les deux camps, Séléka et Anti-Balaka, elle s'est faite un petit peu principalement contre la Séléka, qui était soutenue, c'est vrai, par le Tchad. Mais je vais vous dire une petite chose. Quand la France est intervenue, j'écoute quand même pas mal la radio et je suis la télé, surtout qu'on est un peu saturé. Et au cas où on n'aurait pas bien compris une fois, on nous le répète 10 fois dans la journée. Et donc, alors, quand la France est intervenue, je me souviens que les médias disaient « Et heureusement qu'on y est allé, parce que vous voyez combien les combats ont repris, et c'était le moment d'y aller. » Mais justement, les combats ont repris parce que la France est arrivée. Et j'ose le dire parce qu'en fait, c'est là qu'on a vu se développer ce qui a été le phénomène des anti-Balaka, qui en fait, derrière les anti-Balaka, se cachaient les hommes de... Au début, c'était effectivement des groupes d'autodéfense contre la Séléka, etc. Mais ils ont été complètement manipulés par Bozizé et son fils. Et donc, quand la France intervient essentiellement en centrant son intervention sur la Séléka, elle laisse se développer les anti-Balaka, fait Bozizé, son fils et quelques épigones. Et donc, il a fallu 50 jours pour que Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, dise « Oh, mais attention, les anti-Balaka, ça ne va pas non plus. » Et donc là, je dirais que, vous vous souvenez, on a vu des images quand même, où on voyait des magasins de commerçants musulmans pillés, et en face, notre présence, nos soldats ne réagissaient pas. Je ne dis pas que cette situation a perduré, mais elle a existé pendant plusieurs semaines. Et je crois que c'est le ratage, vous voyez, je suis indulgent,
c'est le ratage évident. C'est à partir de là que s'est creusé ce fossé entre Séléka et Antibalaka et qu'on en est arrivé à dire « Ah mais voilà, le problème en Centrafrique, c'est un problème religieux. » Dans la foulée, voilà, dans la foulée du Mali, ça. On intervenait contre des intégristes. Voilà. En Centrafrique, on intervenait aussi contre des intégristes. Et là, la suite. Et là, c'est complètement... c'est là qu'on voit la folie, la folie de l'analyse. Donc, évidemment, le bouc émissaire, c'est devenu... Alors qu'il y a des problèmes ethniques, etc. Oui, il y a des problèmes d'autres natures, mais si vous voulez, le président Jotodia est apparu, puisqu'il venait de la Séléka, etc., et qu'il était revenu par la force, il est devenu un petit peu l'homme dont il fallait absolument se débarrasser. Alors, il faut refaire un peu d'histoire précise. Les Centrafricains étaient arrivés à s'entendre sur des accords de Libreville avec encore Bozizé comme président. Et ces accords, parce que je crois que c'est important de bien le rappeler, précisaient qu'il fallait que le président Bozizé se dote d'un Premier ministre issu des forces démocratiques d'opposition. Bon, alors ça a été Nicolas Tchangaï qui a été nommé Premier ministre. Bon, Nicolas Tchangaï, moi je l'ai connu personnellement en 92 alors qu'il était un avocat des droits de l'homme. Il a été dans son pays, il a marqué son territoire comme un défenseur des droits de l'homme, ce qui ne prédispose pas forcément à être Premier ministre, hein, c'est pas la même chose. Mais enfin, il était Premier ministre de Bozizé. Bon, là-dessus, Jotodia fait son coup d'État, on est en mars 2012, hein, et Jotodia dit « Mais moi, je garde Tchangaï comme Premier ministre. Donc, je respecte les accords de Libreville. » Jusque-là, on est à peu près dans les clous. Excusez-moi, j'ai dit 2012, c'est peut-être 2013. Excusez cette petite erreur. Donc, Jotodia et Tchangaï, bon, c'est un couple d'exécutifs qui brinque-balle un peu, et puis ça va de plus en plus mal, parce que c'est vrai quand même que Tchangaï, qui est quand même un démocrate, a un peu de mal à s'entendre. Alors là, arrive le sommet, le sommet, comme on dit, sécurité, France-Afrique, ça intervient, il ne faut pas que je me plante là, donc c'était bien mars 2013, ça intervient en décembre 2013, le 6 décembre. Et là, évidemment, on dit « Oh, mais Jotodia, ça ne va pas du tout ». Moi, je commence à entendre dans les coulisses, enfin, si j'ose dire, des parlementaires me dire « Ah, tu sais, Tchangaï, il est complètement nul ». Ah, je dis « Ça, c'est pas pareil quand même, Jotodia, Tchangaï ». Mais ça ne rate pas. Mois de janvier, N'Djamena, Jotodia est débarqué, et Tchangaï est débarqué. Et il y a une chose que moi j'ai déjà fait remarquer publiquement, je crois que c'était à LCI, j'ai dit, mais ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que Laurent Fabius et François Hollande osent parler d'élections en 2014, alors que l'accord de Brazzaville disait élection en février 2015. C'est-à-dire que la France intervient dans un processus politique pour avancer le calendrier en se disant, bon, ben, Jotodia, on le vire, en même temps, on vire Tchangaï, ce qui, pour une politique de gauche, n'est pas tellement habile, hein, parce que pour une fois qu'il y avait quelqu'un, un ancien défenseur des droits de l'homme qui était Premier ministre, même s'il avait du mal à exécuter, dans son exercice, il était quand même avec Jotodia, et on nous sort la miraculeuse Catherine Samba Panza. Et alors, la miraculeuse, elle était maire de Bangui, mais ce que personne ne savait, enfin, ne voulait pas savoir, c'est qu'elle n'avait pas été élue maire de Bangui, elle avait été nommée par celui qu'on présentait comme un monstre, M. Jotodia. Donc, et d'ailleurs, elle avait été nommée grâce à l'appui auprès de Jotodia d'un certain M. Kamou, qui aujourd'hui d'ailleurs le nouveau Premier ministre, retour d'ascenseur. Alors, vous voyez un petit peu le schéma, Catherine Samba Panza est présenté comme quelqu'un de remarquable, maire, etc. Et puis, en Centrafrique, on n'ose pas trop contester son exemplarité, parce que la situation est telle qu'on ne veut pas non plus trop s'aliéner au niveau des politiques centrafricains, on ne veut pas s'aliéner la France, qui est quand même très présente, donc ça devient très compliqué à gérer. Et puis les mois passent, et puis on se rend compte que avec ce système de dire tous les politiques qui seront dans la transition, ils ne seront pas candidats. Donc évidemment,
c'est d'une médiocrité au niveau du personnel. On voit même des gens qui ont passé l'essentiel de leur vie en France bombarder ministres en Centrafrique, on se demande sur quelle base. Hein. Ils ont l'air de connaître beaucoup mieux le 16e ou le 7e arrondissement que leur pays d'origine, mais enfin ils sont quand même ministres. Et puis évidemment, ça se délite, ça se délite, ça se délite. Pendant ce temps-là, les forces démocratiques qui existent en Centrafrique, le principal parti, c'est le Mouvement de libération du peuple centrafricain de Martin Ziguélé. Bon, ben, eux, ils s'accrochent aux accords de Libreville et disent, mais attendez, le Premier ministre doit être nommé par, proposé. Il y a 3 noms qui sont proposés par les forces démocratiques. Évidemment, Mme Samba Panza, modèle de démocratie, les remercie beaucoup de ses propositions et prend une 4e proposition qui, elle, est plutôt susurrée par la France, M. Nzapayeke, dont on a vu qu'il ne faisait plus l'affaire au bout de quelques mois, évidemment. Et donc, on a mis, Mme Samba Panza a pris M. Kamoun, qui lui avait rendu des services pour être nommé maire de Bangui, comme Premier ministre. Là-dessus, interviennent des petites histoires de corruption, le dos angolais, enfin, je fais grâce du truc, mais enfin, on est dans la pataugeoire politique, et ce qui est fou, c'est que, bon, moi, je suis de gauche, je suis socialiste. Bon, c'est vrai que même parfois, même élu, oui, je suis adjoint au maire, en plus dans une configuration d'alliance avec le Parti communiste qui est quand même un petit peu une des dernières, mais ce qui ne veut pas dire que c'est facile. La lutte est un combat, l'unité est un combat, comme on dit. Mais bon, ça c'est une plaisanterie. Ce que je pense, c'est que après cette situation, dans le cadre de cette situation, ce qui est fou, c'est qu'on ne cherche pas en France à analyser quelles sont les forces politiques qui existent dans ce pays. On est uniquement dans une dynamique militaire. Alors, il faut désarmer, mais alors désarmons, mais on n'arrive pas à désarmer depuis longtemps. Alors, il paraît qu'il y a des progrès, et je m'en réjouis, mais il ne suffit pas de désarmer. Il suffit aussi de voir quels sont les gens qui peuvent porter un projet politique demain en Centrafrique. Et ces gens-là, on les ignore. J'ai même entendu que des conseillers élyséens disaient qu'il faut une nouvelle classe politique en Centrafrique. C'est un peu comme si vous disiez en France, bah, il faut une nouvelle classe politique, parce que ça ne va pas du tout. Ce sont des propos qui sont totalement irresponsables. Mais si j'ai bien compris, vous brocardez un peu les conseillers élyséens en matière d'Afrique. Ben, je constate, si vous voulez, qu'aujourd'hui, cette politique de la France en Afrique, elle est directement définie par les militaires. Et le général Pulgar. Mais ce n'est pas nouveau. Moi, je me souviens en 1994, puisque j'étais déjà dans ces fonctions de délégué, j'allais voir Bruno Delay à l'Élysée, qui était le conseiller de Mitterrand, et évidemment, on parlait du Tchad à l'époque, et je lui disais, mais on envoie vraiment je ne sais combien d'argent pour restructurer l'armée tchadienne, mais dès qu'un bataillon est reformé, débile le dissout dans différents trucs. Et là, il m'avait dit, conseiller de Mitterrand, mais Guy, tu es en dessous de la réalité. De toute façon, nous, civils, nous n'avons aucun pouvoir sur l'oreille de Mitterrand. Mitterrand, pour lui, c'est le général Quénault, et c'est le général Quénault qui fait notre politique. Donc, vous voyez que de 1994 à 2014, on n'a pas changé beaucoup. Et si vous voulez, c'est ça qui est tragique. Alors, les conseillers, je ne les brocarde pas, mais moi, j'ai même conscience que si je l'avais été, et pourquoi pas, j'aurais eu les mêmes difficultés. Peut-être que la différence, c'est que j'avais quand même un background un peu plus solide par rapport à tous les différents marigots. Sans aucun doute, mais si vous voulez, il y a un problème aussi terrible, c'est que ces militaires maintiennent le renseignement. C'est-à-dire qu'on sait très bien, on ne sait pas très bien quelle est la fiabilité des renseignements qu'ils peuvent transmettre à l'Élysée. Ben là, vous prêchez un convaincu, parce que justement, quand moi j'oppose à cette politique la nécessité de contribuer à renforcer ces forces démocratiques, eux, ce n'est pas du tout leur calcul. Ça ne les intéresse pas. Ils ont toujours je dirais, des visions militaristes pour régler des problèmes qui sont politiques. Alors quand ça ne va pas, quand ils n'y arrivent pas, alors on refait le produit traditionnel, c'est des affrontements nord-sud, entre nord-musulmans, sud-chrétiens, ou inversement, vice-versa, est et ouest, enfin, c'est toujours les mêmes grilles d'analyse, mais qui ne collent pas avec les réalités.
Combien de fois on a parlé du sud tchadien chrétien? Les gens savent-ils que Sark est une des villes les plus septentrionales et une ville à dominante musulmane? Ce qui veut dire que les gens racontent à peu près n'importe quoi. Et d'ailleurs, on voit dans l'entourage de Catherine Samba-Panza, elle a plusieurs conseillers qui sont tout à fait... Alors là, les conseillers de Catherine Samba-Panza, je pense que, puisque les Français s'occupent de politique centrafricaine, ils seraient quand même bien avisés de savoir qui est M. Jean-Jacques de Mafoud, qui est M. Karim Mekassoua, qui a quand même été un des principaux collaborateurs de Bozizé, et dont j'ai appris que notre ministre de la Défense en pensait un peu pour lui. Il aurait bien aimé qu'il soit Premier ministre, parce que quand on s'appelle Karim, c'est musulman. Bah oui. Et voilà. Mais sauf que justement, le problème, il n'est pas entre musulmans et chrétiens aujourd'hui en Centrafrique. Et c'est là la dérive principale qu'en tant qu'homme de gauche, je mets en avant par rapport à la politique officielle de la France. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie.